L'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon. L'argent appelle l'argent. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix, bonjour. Il est temps maintenant pour nous de parler pognon. Générique. Douyin, c'est vraiment une rupture. Donc c'est un modèle qui est uniquement réactif. Donc on va passer d'un modèle actif à l'initiative du consommateur à un modèle qui est réactif et qui est sans fin. Alors les États-Unis sont-ils dépassés par ce réseau qu'ils accusent d'espionnage ? La Chine peut-elle réellement exploiter les données de 2 milliards d'utilisateurs ? Nous allons vous révéler les secrets de l'algorithme miracle qui permet la fabrique des stars. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Que savons-nous de l'IA, l'intelligence artificielle ? Quel est son lien avec les réseaux sociaux et notamment TikTok en procès avec les États-Unis ? Est-ce que l'Afrique doit se passer de TikTok ? Le pourrait-elle ? Nous sommes vendredi, notre jour de la tech. Intelligence artificielle, Bitcoin, robotique et autres technologies, c'est tous les vendredis dans mon émission. Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio qui vous parle économie, géostratégie et technologie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires qui vous sera le plus prospère, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Depuis 500 ans, chaque nouveau siècle rencontre ses révolutions industrielles. Et quand l'on parle industrie, l'on parle productivité, rentabilité et efficacité. L'industrie, tant qu'elle restait artisanale et à taille humaine, elle n'avait que peu d'impact sur la vie des gens et des populations. Cela représentait son tissu économique, permettait de sustenter les besoins locaux et d'échanger avec ses voisins les plus proches, ces produits locaux que l'on avait en abondance ou en plus. La première révolution industrielle et qui marque le début du capitalisme ultralibéral aura été l'utilisation d'esclaves pour gérer des espaces agricoles plus grands, en plus d'être loin. Cette première révolution se focalisera sur la production de matières premières. L'on passe ensuite à la seconde révolution industrielle qui est la machine à vapeur. Nous entrons maintenant dans l'ère de la transformation, toujours dans un souci d'augmenter sa productivité. Puis l'on enchaîne très vite sur la troisième révolution industrielle, l'électricité. Là encore, des choses s'accélèrent. L'on combine la seconde révolution avec la première et on a les éléments du Fordisme et du travail à la chaîne, qui n'est jamais très loin de la pénibilité des plantations de champs de coton. Le fouet en moins. La quatrième révolution industrielle qui arrive un peu plus tard sera l'informatique, qui est celle des métiers de service. Aujourd'hui, plus rien ne se fait sans ordinateur. Et la cinquième révolution industrielle que nous vivons actuellement est l'intelligence artificielle. En vérité, cette cinquième révolution industrielle, comme quand la vapeur a précédé l'électricité, est alimentée dès le début par la révolution informatique avec ses milliards de données collectées durant près de 70 ans. Il faut attendre 1946 et l'ENIAC, l'Electronic Numerical Integrator on Computer, conçu par Prosper Eckert et John William Mauchly, pour voir apparaître le premier ordinateur entièrement électronique construit et 1955 le premier réseau informatique à but commercial, SABRA, Semi-Automated Business Related Environment, réalisé par IBM. Il relie 1200 téléscripteurs à travers les États-Unis pour la réservation des vols de la compagnie American Airlines. Arrive ensuite Internet, officiellement né le 12 mars 1989 avec son inventeur Tim Berners-Lee, qui met en place le World Wide Web dans le but de faciliter le partage d'informations, de fichiers et de courriers électroniques. 70 ans que nous nourrissons la bête, comme dit M. Macron, mais celle-ci de l'informatique part de la donnée avec une accélération de la compilation de ces données durant la période Covid, qui a été la plus grande période de collecte d'ADN dans un court moment. Le monde entier y est passé et se retrouve maintenant dans une mémoire d'ordinateur ou dans le cloud. Comment en arrivons-nous à TikTok ?
Dans cette effervescence à la création de solutions applicatives pour alimenter cette révolution qui n'en est pas vraiment une, le téléphone ou plutôt le smartphone, la Chine qui a aussi son Silicon Valley, Shenzhen, un miracle économique chinois qui a commencé en 1980 dans un village de pêcheurs devenu la zone économique spéciale. Aujourd'hui, Shenzhen est devenue une gigantesque métropole et le laboratoire du boom économique et technologique de l'empire du milieu. TikTok a débuté comme une application appelée Musical.ly, qui a été créée à Shanghai, en Chine, en 2014 par Alex Chu et Luyu Yang. L'objectif de Chu et de Yang était de créer une plateforme de partage de vidéos et de musique qui agirait comme une sorte de réseau social. Mais au-delà de ça, c'est sa parfaite adaptation au format des téléphones, ou plutôt des smartphones, de leur utilisation et de leur interconnexion. En Occident, on ne connaît que TikTok. Mais il existe en Chine des dizaines, voire des centaines d'applications similaires fonctionnant exactement sur les mêmes principes, le même type de défilement d'images et de création de contenu. Sauf que TikTok, fort de son expérience locale, s'est essayé dans le monde et a vu son succès immédiat. L'application chinoise TikTok a conquis la planète. En 2022, elle comptabilise 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 150 millions dans l'Union européenne et 15 millions en France. La version internationale de TikTok a été lancée en 2017 par l'entreprise chinoise ByteDance. Celle-ci avait lancé un an plus tôt Douyin, la version chinoise, adaptée à la censure du Parti communiste chinois et toujours en fonction aujourd'hui. Derrière TikTok et ses vidéos courtes et virales se cachent des enjeux géopolitiques et économiques majeurs. Plusieurs gouvernements ont, début 2023, interdit à leurs employés et fonctionnaires d'avoir l'application TikTok sur leurs appareils professionnels. C'est le cas de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, du Parlement danois, du gouvernement canadien et des agences fédérales aux États-Unis. En France, une commission sénatoriale a été créée pour enquêter sur la stratégie d'influence du réseau social. Le Congrès des États-Unis envisage même d'interdire totalement son accès à ses citoyens, comme l'a fait l'Inde en 2020. Que reproche-t-il à TikTok ? Comme Snapchat, Meta ou Google, l'application récolte des données personnelles grâce à des traceurs. Ces derniers enregistrent les comportements en ligne des utilisateurs et certaines données personnelles. Mais TikTok enfreint certaines règles. Aux États-Unis, elle a été condamnée pour avoir récolté les données de mineurs. D'autres éléments sèment le doute. ByteDance est une entreprise chinoise. Or, en Chine, une loi impose aux citoyens chinois et aux entreprises du territoire de fournir des informations si les services de renseignement chinois le demandent. Si TikTok indique ne pas le faire, sa branche états-unienne a néanmoins admis avoir espionné des journalistes de Forbes qui enquêtaient sur l'entreprise. Les craintes autour de TikTok sont aussi stratégiques. Son succès inquiète. En 2022, TikTok a permis de générer 9,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle concurrence directement les plateformes américaines. Grâce à son nombre d'utilisateurs, le réseau social dispose d'un outil d'influence considérable sur les utilisateurs occidentaux. La crainte est que les algorithmes soient utilisés pour mettre en avant des contenus favorables au régime de Pékin, pour manipuler les opinions et diffuser son idéologie. Le scandale autour de Cambridge Analytica lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 aux États-Unis a déjà montré que les réseaux sociaux peuvent avoir un poids politique et faire basculer une élection. Cette entreprise avait en effet contribué à faire élire Donald Trump en utilisant les données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Les tensions autour de TikTok révèlent à quel point les réseaux sociaux mettent les démocraties au défi. Elles révèlent aussi l'opposition grandissante entre les États-Unis et la Chine. Parents, grands-parents, vous avez toujours rêvé de mieux comprendre le monde très secret des plus jeunes. Voir à travers cette enquête sur TikTok, une application ludique, musicale, avec des scénettes dansées, mais qui est aussi au centre d'une guerre entre d'un côté les États-Unis, qui voudraient l'interdire, et de l'autre, la Chine qui voudrait bouleverser l'ordre mondial des réseaux sociaux, avec déjà
2 milliards de téléchargements. TikTok est la première application à utiliser la chorégraphie et la musique comme moyen de communication. Et pas seulement pour les jeunes, on vient de le voir à travers cette vidéo devenue virale. L'idée vient de Chine et fait sacrément vieillir les cousines américaines comme Facebook ou Instagram. Alors les États-Unis sont-ils dépassés par ce réseau qu'ils accusent d'espionnage ? La Chine peut-elle réellement exploiter les données de 2 milliards d'utilisateurs ? Nous allons vous révéler les secrets de l'algorithme miracle qui permet la fabrique des stars. Vous parlez des accusations de censure grâce au témoignage exceptionnel d'un ancien modérateur. Enfin, vous comprendrez pourquoi la police française surveille ce réseau. Elle s'inquiète des arnaques financières et des possibles prédateurs sexuels. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Salut à tous, je vais vous apprendre à vous servir d'un recourbe-cils. Feroza a 17 ans. Avec ce tuto beauté, elle a affolé TikTok. Maintenant, vous allez vous informer sur ce qui se passe en Chine. Ils envoient des musulmans innocents dans les camps de concentration, ils séparent les familles, les enfants, ils les tuent et les violent. En quelques heures, son réquisitoire pour les Ouïghours a été vu plus d'1 million de fois sur le réseau social chinois. C'est un nouveau génocide, s'il vous plaît. Soyez vigilants. Avant que son compte ne soit suspendu par TikTok. Maintenant, reprenez votre recourbe-cils. Soupçonnée de censure, l'application plaide l'erreur humaine et lui présente ses excuses. C'est un chef-d'œuvre. Réaliser cette vidéo ainsi, c'est une idée de génie. Sans le son, ça n'attire pas l'attention. Ça ressemble à n'importe quelle vidéo sur TikTok. Pour faire passer son message, Feroza s'est servi des codes de TikTok. Car TikTok, c'est ça, une application rigolote et légère au succès phénoménal. Des vidéos comme ça, j'aime trop. De courtes vidéos de danse et de karaoké, de petits sketchs conçus par les utilisateurs qui se copient entre eux à l'infini. C'est quoi déjà le code Wi-Fi ? Jamais réseau social n'avait connu une croissance si rapide. En 3 ans, plus de 2,6 milliards de téléchargements. Même les politiques s'y mettent. Salut jeune entrepreneur. Je m'appelle Marianne Chabat et j'arrive sur TikTok. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. TikTok est le réseau social le plus addictif qui ait jamais existé. Vous zappez, ça s'arrête jamais. J'ai fait ça des dizaines de fois. Quels sont ceux parmi vous qui utilisent l'application TikTok ? La moitié des collégiens y seraient connectés. Bah oui, forcément. Parfois, depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Des enfants qui reproduisent ces vidéos à la gestuelle sexy. Pour moi, TikTok, c'est le mal. Imaginez, vous prenez votre fille, vous la laissez dans le vieux Nice le soir, à 11h du soir, et vous lui dites, demain matin, à 6h, tu rentres à la maison, sois sage toute la nuit. Personne ne va faire ça. Personne. Faut-il résister à la vague TikTok ? Quel danger l'application fait-elle courir à ses utilisateurs ? Pour la première fois, un réseau social made in China séduit massivement les Occidentaux et offrirait à Pékin le cheval de Troie le plus puissant qui ait jamais existé. Ils expliquent qu'ils ont accès à vos contacts, qu'ils suivent vos déplacements, qu'ils enregistrent votre comportement. On ne devrait pas sacrifier notre sécurité individuelle et nationale pour le plaisir de faire des vidéos de danse. L'innocente application bouscule l'ordre mondial en matière de nouvelles technologies. Désormais, ce ne sont plus les États-Unis qui font la loi, dépassés par leurs rivaux chinois. TikTok ne doit pas être si mauvais, puisque tout le monde l'utilise. Un décor de rêve, le château de Tressé près d'Angers. Ils ont entre 16 et 22 ans. Ils dansent bien. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils adorent TikTok. On l'a eu ? On va rigoler.
Ils postent 4 vidéos par jour et connaissent toutes les ficelles pour être suivis par des millions de personnes. C'est la seule qui a envie de faire ça, là. C'est cool, Je pense que je vais la poster à 17h parce que les gens ils sortent de cours vers 16h30 en général. Donc je pense que 17h c'est bien. En général, je fais genre 200-300 000 vues. La French House, une sorte de marque, de label qui regroupe ces 9 TikTokers. Et 4, mets-toi dessus à 4 pattes. Non. Imhotep a 19 ans. Il est leur manager et c'est lui qui a eu l'idée de cette colocation pour attirer le plus grand nombre d'abonnés. Pendant le confinement, moi j'ai tout simplement sauté le pas du téléchargement de l'application comme pas mal de gens l'ont fait. Je connaissais pas du tout. Pour être très honnête, j'étais pas du tout familiarisé avec TikTok. Puis j'ai commencé à m'intéresser en fait aux créateurs les plus connus de l'application, ceux qui gagnaient le plus d'abonnés. Donc le tout est d'essayer de comprendre en fait ce qui fonctionnait le mieux sur l'application et quelle stratégie adopter de manière à toucher plus de gens. J'aime beaucoup moi, c'est joli. 1, 2, 3. Les membres de la French House sont sous contrat. Je pense que c'est sympa. Et il y a des règles. Ne pas fumer, ne pas boire et alimenter leur compte en permanence. Vous, c'est quoi votre métier ? Moi, je dirais que mon métier, c'est mannequin, mais du coup, je vais dire aussi influenceuse, parce que du coup, grâce à TikTok. Moi aussi, c'est influenceur. C'est quoi un influenceur ? C'est quelqu'un qui doit gérer son image et avoir de l'audience. C'est aussi ce que les marques, elles achètent, notre influence. Voilà. Tu veux que je te prenne en photo ? Pour porter cette robe bleue et la mettre en valeur sur TikTok, Louise est payée par la marque Boo, un peu plus de 1 000 €. Vous avez l'impression de travailler là tous les deux ? Ouais. En fait, faire des photos, déjà, ça fait partie de notre travail. Parce que du coup, c'est là, je pense une collaboration, du coup, c'est du travail au final. Et c'est facile d'expliquer à vos parents ce que vous faites ? Au début, ils n'étaient pas trop d'accord. Et après, ils ont vu que les marques commençaient à travailler avec nous. Ils m'ont dit, il faut quand même faire attention. Et sinon, ils ont confiance en général. Faut que tu fasses la vidéo du partenariat ce week-end. Une danse, ce que tu veux, tu crées toi-même, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire un twerk et t'incites les gens à la reproduire. Et ils vont te mettre à disposition justement l'iPhone 12 dès qu'il va sortir. Et tu pourras le faire gagner à celui qui fait toi-même, tu choisis le gagnant, celui qui fait la meilleure et moi je l'ai ou pas ? Non, toi tu l'as pas. Putain, mais c'est ouf. Non, mais toi t'es déjà très bien payé pour le titre. À la fois amis et rivaux, chaque TikToker espère attirer l'attention des plus grandes marques. En 8 mois, une trentaine d'enseignes a déjà signé avec la French House. Dans leur chambre, tout est prévu pour qu'ils puissent changer de look 10 fois par jour. Là, j'étais justement en train de checker les demandes de partenariat qui nous sont faites. Après, on trie puisqu'on ne veut pas travailler avec tout et n'importe quoi. Mais là, on reçoit des demandes de partenariat typiquement pour une marque assez connue, donc sympa. Vas-y, dis-nous. IKKS, par exemple, pour Louise, là, et pour Marine. Oui, t'as vu, t'as été demandé, Marine, félicitations, c'est bien, c'est sympa. Ouais, pour une fois. C'est toujours cool de savoir que des marques comme ça veulent de nous, en fait. Ça veut dire que notre image, elle est bonne et que on leur plaît. Là, ça me remotive, ça donne envie de faire plein de TikTok et tout, ça me... c'est une bonne journée. Et nos prix varient en fonction de notre nombre de vues, d'abonnés, de notre taux d'engagement. De la marque aussi. De la marque, donc on sait que plus on va avancer, plus nos prix vont être élevés et plus les marques vont investir sur nous, parce qu'ils savent les résultats qu'on peut leur donner, quoi. Ça peut varier de 500, 1500, ça dépend. Je vais me changer. Au moment de notre tournage, il fallait débourser entre 10 000 et 25 000 € pour une collaboration réunissant l'ensemble de la French House. Celle qui a le plus de succès, c'est peut-être celle-ci. Regarde. 855 000 likes. C'est énorme. Mais tous les fans ne restent pas derrière leur écran. Certains font des kilomètres pour voir leur idole en vrai.
Dites-leur coucou quand même. Coucou. On arrive. Le public de la French House est à l'image de celui de TikTok. Jeune, très jeune. Parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la photo pour nous, s'il vous plaît? Ils ont entre 11 et 16 ans et ils viennent de passer le plus beau quart d'heure de leur vie. T'es contente? Ouais. Ah oui, trop. Tous les jours, on les a eu sur nos écrans et tout, et les voir en vrai, ça fait bizarre. Ça fait vachement plaisir. Vous diriez que c'est quoi leur talent? Leur talent, c'est de danser. Leur humour aussi. Leur humour, des fois, ouais. Leur style. Leurs affaires, elles sont stylées et tout. Et vous aimeriez être comme eux? Ah bah oui. Oui. On va être connus et C'est tout trop nos comme ça. exemples en vrai. Faire des photos. Moi, perso, c'est mes exemples. Genre. C'est le rêve. C'est waouh quoi. Le rêve pour eux et pour nous, un bon coup de vieux. Entre faire une photo avec Brad Pitt ou avec la French House, vous préférez qui? La French House. Entre faire une photo avec George Clooney ou la French House? La French House. Entre faire une photo avec Céline Dion ou la French House? La French House. Ouais, vous revenez, c'est les vacances. Je serai là. Bisous. TikTok marque le début d'une nouvelle ère. Jamais un réseau social n'avait séduit à ce point un public aussi jeune. Pour comprendre ce succès, il faut aller à la source, en Chine. C'est dans ce pays de près d'1,5 milliard d'habitants que TikTok a été inventé il y a 4 ans. Tous les jours, 600 millions de Chinois se connectent sur cette application, presque un habitant sur 2. Que vous soyez très loin de chez vous ou entouré de millions de gens. Ici, TikTok s'appelle Douyin. Et dans ces pubs, toutes les générations sont invitées à vivre portable greffé à la main. À filmer l'intégralité de leur vie, jusque dans leur plus stricte intimité. En moins d'1 seconde, chaque instant de votre vie, au plus près de votre cœur, peu importe où vous vous trouvez, Douyin vous rend la vie plus belle. Douyin, enregistrez vos plus beaux moments. Derrière cette application se cache un géant du numérique, ByteDance. 60 000 employés répartis dans une trentaine de pays. Et à sa tête, un génie inconnu du grand public, Zhang Yiming. À 37 ans, c'est un des 10 hommes les plus riches de Chine. C'est l'équivalent de Mark Zuckerberg ou de gens comme ça. Matthew Brennan est l'un des rares journalistes à avoir pu interviewer les proches du jeune patron. C'est un homme extrêmement discret. Son entreprise fait tout pour qu'on ne parle pas de lui. L'histoire que ByteDance préfère mettre en avant, c'est celle d'un garçon doué, parti de rien. Comme avec cette vidéo tournée par leurs soins, où l'on voit Zhang Yiming retourner sur les lieux de ses débuts. Ce ne sont plus des bureaux. Maintenant, c'est une famille qui vit ici. Ils ont tout rénové. Là, c'était la salle principale. Il y avait 3 rangées de tables, juste là. Mon fauteuil était de ce côté, face à la fenêtre. Aujourd'hui, le trentenaire pèserait près de 30 milliards de dollars, mais continue de s'habiller comme un ado, avec son sweat à capuche. Il s'inspire des fondateurs de la Silicon Valley. Aux États-Unis, les plus célèbres entreprises de la tech, comme Google ou IBM, ont été créées dans des garages, dans des endroits modestes. On cuisinait ici. On se servait nous-mêmes, on prenait nos plats et on allait manger sur le balcon. Parfois, l'électricité était coupée parce que nous n'avions pas payé nos factures. Je ne peux pas y croire, qu'on avait des factures impayées. Si je devais résumer, ce serait petit espace, grand rêve. Sous son air nonchalant, ce surdoué de l'informatique ne laisse rien au hasard. Comme en témoigne l'histoire de l'achat de son premier appartement. Jeune informaticien, il a créé un programme pour comparer toutes les annonces immobilières. En une soirée, son algorithme lui a trouvé le meilleur appartement, celui qui recoupait tous les critères. Il s'est avéré que cette recommandation était formidable. L'appartement qu'il a acheté est celui qui a pris le plus de valeur dans le quartier. Quand il l'a revendu, avec la plus-value, il a fondé ByteDance.
Yang Yimin l'a compris. À toute question correspond une équation informatique optimale. Une recette. Il se lance alors dans la quête de l'algorithme parfait. Celui qui permettrait de connaître nos goûts, nos envies, bref, de nous connaître presque mieux que nous-mêmes. Le résultat, c'est TikTok, dont la force réside dans cette formule magique. Elle bluffe tout le monde, y compris ce Français qui dirige une agence de data marketing à Shanghai. Il y a quelques années, quand on regarde comment est-ce qu'un utilisateur utilise, un consommateur utilise les différents outils digitaux, vous cherchez quelque chose, un restaurant, une adresse, n'importe quoi, une information, vous allez vous-même taper sur Google ce que vous recherchez. Qu'est-ce que fait Douyin ? Douyin va collecter vos réactions par rapport à du contenu qui vous est proposé. Donc une vidéo qui va montrer un animal et qui va montrer un type de sport. Si elle arrive un certain nombre de fois et à chaque fois vous restez un petit peu plus de temps que d'habitude, vous allez comprendre que Douyin va comprendre que vous aimez ce type de sport. Douyin va comprendre que vous aimez ce type de couleur. Douyin va comprendre que vous aimez ce type de musique. Douyin va comprendre que vous aimez ce type de paysage. Toute cette information, c'est une information qui n'a jamais été déclarée par le consommateur. C'est une information que Douyin a mesurée de par les réactions du consommateur. Donc il va apprécier, ne pas apprécier, faire circuler, etc. Donc c'est un modèle qui est uniquement réactif. Donc on va passer d'un modèle actif à l'initiative du consommateur à un modèle qui est réactif et qui est sans fin. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes toujours sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix, votre émission économique et géostratégique de l'après-midi, qui parle business et entrepreneuriat pour mieux vous guider dans vos choix et décisions de conquête commerciale. L'émission qui doit vous permettre de mieux appréhender le milieu des affaires et anticiper le climat des affaires. Chacune de mes émissions doit vous être utile pour mieux entrevoir les possibilités commerciales et industrielles dans le monde et les opportunités d'affaires si vous souhaitez vous positionner dans un secteur. Je suis là pour ça. Audit, conseil, accompagnement et déploiement sont les services que je mets à votre disposition au travers de mon émission Parlons Pognon. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages L'Afrique d'une seule voix sur Facebook, YouTube et Instagram. Et si vous souhaitez me joindre directement, allez sur mon groupe Telegram Parlons Pognon. TikTok est l'application la plus chargée au monde sur les 3 premiers mois de 2022. Ces chiffres, qui nous viennent du dernier rapport de l'Institut Sensor Tower, montrent que l'application chinoise a passé le cap des 3,5 milliards de téléchargements durant le premier trimestre 2022. Rien que sur ce début d'année, le logiciel a été téléchargé environ 185 millions de fois, 27 millions en Europe. Ces résultats dépassent assez largement les statistiques affichées par Instagram, Facebook ou les autres logiciels de l'entreprise Meta qui plafonnent autour de 150 à 160 millions de téléchargements sur le même trimestre. Ces résultats stratosphériques sont surtout dus à des volumes de téléchargements importants sur Android. Les utilisateurs de l'OS mobile de Google ont permis à l'application de se glisser en haut du classement avec 120 millions de téléchargements, le reste étant composé des installations sur iPhone et iPad, autour de 70 millions. L'application chinoise est le seul service non contrôlé par Meta qui dépasse la barre symbolique des 3,5 milliards de téléchargements. Ce rapport confirme la tendance forte en faveur de TikTok et qui domine les statistiques de téléchargement depuis 2018. L'application chinoise est donc devenue le seul service qui dépasse Facebook. Et ça, l'Amérique ne peut le supporter car le principe des États-Unis est d'avoir le contrôle sur tout. Économique grâce à sa monnaie le dollar, militaire grâce à ses 800 bases militaires déclarées 1500 officieusement dans 177 pays et technologique avec son GAFAM.
Jeudi 23 mars 2023, les législateurs américains ont interrogé à plusieurs reprises Shou Chew, le directeur général, ou plutôt directeur exécutif CEO de TikTok depuis 2021, d'origine singapourienne, sur les liens entre ByteDance et le gouvernement chinois, exprimant des doutes quant à la capacité de TikTok à protéger les données des utilisateurs américains. Ils ont également affirmé que TikTok pourrait être utilisé par le gouvernement chinois pour influencer l'opinion publique aux États-Unis. Bien que l'essentiel de l'audition ait porté sur les liens présumés avec la Chine, les législateurs ont aussi abordé d'autres questions, notamment la collecte de données, la protection des adolescents et des jeunes contre le contenu préjudiciable sur TikTok et l'origine communiste du lieu de création de cette application. À la suite de l'audition, Brooke Oberwetter, porte-parole de TikTok, a déclaré que l'audition avait été dominée par la démagogie politique et qu'elle n'avait pas abordé les questions concernant l'ensemble de l'industrie. Bien entendu, il ne s'agit pas de protéger les Américains, comme veulent le faire entendre les médias, mais bien de voler une technologie de manière légale en s'appuyant sur une série de mensonges. Car que ne fait pas TikTok, que ne font pas le GAFAM? Collecte massif d'informations pour alimenter l'IA qui est la prochaine révolution en marche. Car le but de toutes ces données collectées sont d'abord de parfaire des outils de surveillance et collectionner le maximum de profils humains. Chaque application des réseaux sociaux a pour but de vous étudier par la collecte de vos réactions, de vos émotions et de vos décisions. Suite à cela, vous devenez un profil, un persona. Ce persona est utile pour la vente et le commerce, mais pas que. Vous distribuez les meilleurs produits et services répondant à vos attentes, mais aussi des outils de surveillance et demain d'anticipation de vos dérives. Après ce premier volet sur l'IA et TikTok, je vous en dévoilerai la semaine prochaine d'autres utilisations qui nous seront bientôt imposées dans notre quotidien en lien avec notre productivité, efficacité et honnêteté à partir des données récoltées par tous ces réseaux sociaux. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Comme Coca-Cola, Zhang Yiming garde sa recette secrète. Mais elle est au cœur d'une nouvelle révolution culturelle. Avec une croissance de 600% l'an dernier, la déferlante TikTok est en passe de ringardiser les États-Unis. Une tendance inéluctable selon cet économiste, pour qui la puissance chinoise passe désormais par les nouvelles technologies. C'est vrai qu'il y a 10 ans, si vous pensiez une nouvelle entreprise de médias ou d'Internet, le seul endroit qui vous venait à l'esprit, c'était la Silicon Valley. Je connais YouTube. Et franchement, même en tant qu'utilisateur, TikTok est sur plein de points beaucoup mieux. Après seulement 4 ans d'existence, la très jeune application chinoise talonne les maîtres de l'ancien monde. Ils n'avaient pas vu arriver son fulgurant succès planétaire. Ils se sentent désormais menacés. Car voici le genre de buzz que seul TikTok peut produire. Ce titre, Bling, a été repris 610 000 fois sur l'application. Les ingrédients pour devenir viral sont simples. Un son hyper rythmé qui rentre dans la tête instantanément et une chorégraphie facile à reproduire. L'auteur de Bling, c'est elle. Tessae, 19 ans, marseillaise et le rêve de devenir chanteuse depuis toute petite. Malgré sa jolie voix et sa solide formation musicale, elle n'a pas pensé aux radios ni aux maisons de disques pour se faire connaître.
et sûrement pas à YouTube. Elle a suivi les conseils de Sofiane, son manager. Elle a fait appel à une influenceuse pour créer une chorégraphie sur TikTok. Bingo! Lena Vivas, 4 millions d'abonnés, a créé cette danse et le morceau a décollé. Et voilà, c'est parti de ça. Et du coup, après, il y a eu pas mal de vidéos qui se sont faites. Du coup, avec Weshden, quand t'as rencontré Weshden, c'est pas dans le bon ordre, mais... Imaginez, la star du moment qui s'invite sur le compte de Tessae et reprend avec elle sa chorégraphie. Voilà. Weshden, un modèle. Elle aussi née sur TikTok. Elle a conquis la France cet été avec son tube Anissa. Je sais que sans TikTok, il n'y aurait pas eu tout ce mouvement autour de Bling. Et les personnes en elles-mêmes, en fait, n'auraient pas pu se pencher sur le morceau et même sur le reste de mon travail. Pour son prochain titre, Tessae espère collaborer de nouveau avec l'influenceuse qui l'a lancée. Attends, du coup, on va l'appeler voir si elle a kiffé le morceau. Ça va. Tac. Tiens. Paris, je ne sais pas. Hello! Comment tu vas? Hello, Léna. Je voulais avoir ton petit avis sur la musique. J'adore. Magnifique, j'adore. Merci! Ça va trop plaisir. Est-ce que tu penses que ce son, genre, ça pourrait t'inspirer une choré TikTok ou truc du style? Bah ouais, de ouf, hein, franchement, j'ai déjà commencé à réfléchir à la choré. C'est grave TikTokable. Nickel. TikTok fonctionne comme un incubateur de talents qui n'a pas échappé à l'industrie musicale. C'est désormais là qu'ils vont faire leur marché. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'une maison de disques contacte Tessae. Elle vient de signer chez Vagram, une institution qui a senti le filon. Ça va ou quoi? C'est fou. Ça fait quoi d'arriver là? Bah c'est stressant mais c'est trop cool. Ok. Si du coup on va faire une prise déjà. Let's go. Elle enregistre son nouveau titre sous l'œil de la directrice du label, Sandrine Rincer. 30 ans d'expérience, des artistes de renom comme Diams, Orelsan ou Booba. Et elle n'en revient toujours pas. Oh, c'est quand même assez étonnant, hein, cet accélérateur de succès. C'est vrai que TikTok est assez unique dans ce genre de modèle, oui. Non, je pense que c'est la première fois qu'il existe un média comme celui-là. Je fais le couplet. On refait le match? Allez. Dans son nouveau titre, Tessae n'est pas une ingrate. Elle remercie celui sans qui rien ne serait arrivé, TikTok. Plus que 100% sur mon portable, mais il me faut que 15 secondes pour devenir mémorable. Quelle époque, ça commence dans le bloc. Quand on va sur le web et puis qu'on reste sur TikTok. Ah, quelle époque. Ouais. Tu peux voir que je fais plus semblant. Non, évident. Alors TikTok marquerait-il la fin de la suprématie des États-Unis en matière de réseau social et d'industrie du divertissement? Pour la première fois, deux grandes puissances vont s'affronter autour d'une application. On surveille TikTok de près et on pourrait même l'interdire. Disons qu'on étudie plusieurs options. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. On verra bien ce qu'on finit par décider. Interdire TikTok aux États-Unis, la réplique chinoise est immédiate. Les États-Unis menacent une entreprise chinoise, la déclarent coupable sans avancer aucune preuve de ce qu'ils lui reprochent. C'est contraire au principe de l'économie de marché. Cet éminent membre du Parti communiste en profite pour livrer à Donald Trump une leçon de capitalisme.
Nous appelons les États-Unis à écouter la communauté internationale, à créer un environnement de marché ouvert, non discriminatoire pour tous les pays, y compris la Chine, et à cesser de politiser les questions commerciales et économiques. Bannir TikTok. Pourquoi donc cette solution radicale ? Voici Rebecca Jennings, sûrement l'américaine qui connaît le mieux l'application. Je suis presque toujours sur TikTok, dès que j'ai un moment de libre. S'il y a une publicité à la télévision, j'en profite pour aller sur TikTok. Je me lève le matin, je vais sur TikTok. Et parfois le soir aussi avant de m'endormir. Je suis toujours sur TikTok. Cette journaliste a suivi la fronde anti-TikTok menée par Donald Trump. Elle a une idée sur ce qui aurait pu déclencher la colère du président. C'était en juin dernier, un sabotage en règle de son premier meeting de campagne. Voilà comment tout commence. Ce que nous regardons là, c'est une jeune fille qui, pour plaisanter, encourage les gens à acheter des billets pour le grand rassemblement de Trump à Tulsa et à ne pas y aller pour qu'il y ait un maximum de sièges vides. Si vous participez à cette opération, faites bien attention à leur faire croire que vous habitez dans le coin pour qu'ils s'imaginent que vous allez y aller. Des centaines de TikTokers passent à l'action. Donald Trump ne voit rien venir et annonce fièrement que son meeting se fera dans une salle pleine à craquer. Près d'1 million de personnes ont réclamé des tickets pour le meeting de samedi soir à Tulsa, dans l'Oklahoma. S'il y a bien une chose que Trump déteste, c'est d'avoir la honte. Le jour J, surprise, le président en campagne se retrouve face à des gradins vides. Moins de 7000 personnes se sont déplacées. Si Trump se sent menacé, c'est aussi parce que TikTok échappe complètement à son contrôle. Il s'en dégage un côté anarchique, comme une force qui ne peut pas être contenue. C'est une grosse affaire. Ce qui s'est passé avec la Chine, le coronavirus, ce qu'ils ont fait à notre pays et au monde entier, c'est un scandale. On enquête sur plusieurs dossiers et TikTok est l'un d'entre eux. Au-delà de l'affront personnel, Trump dénonce un problème de sécurité nationale. TikTok serait le cheval de Troie des Chinois. Clone Kitchen conseille les services de renseignement américains depuis plus de 15 ans. Il est devenu le porte-parole anti-TikTok de Donald Trump. Je comprends que les gens apprécient de faire des vidéos marrantes, mais le problème, c'est que TikTok est soumis au gouvernement chinois. La loi chinoise donne accès au gouvernement à toutes les données collectées par les entreprises chinoises, parfois sans même avoir à réclamer cet accès. Et si TikTok fait si peur au clan Trump, c'est parce que, selon eux, l'application serait capable de nous espionner. Ils ont accès aux coordonnées de vos contacts. Ils suivent vos déplacements. Ils observent votre comportement en ligne. Ils expliquent même qu'ils enregistrent les frappes que vous faites sur votre clavier. De cette façon, ils connaissent vos mots de passe. Les services de renseignement américains ont donné un nom à cette collecte intensive de données à laquelle la Chine se livrerait grâce à TikTok. La stratégie des 1000 grains de sable. L'idée, c'est de ratisser très large, dans l'espoir qu'une information se révèle utile un jour ou l'autre. C'est une stratégie rationnelle, c'est très malin. L'ado sur TikTok aujourd'hui pourrait très bien devenir ministre des Affaires étrangères dans 10 ans. Le nouveau président Biden partage les craintes de son prédécesseur. Mais les accusations américaines sont-elles fondées ? Il faut parler le langage de TikTok pour comprendre comment fonctionne l'application. Pour nous aider à déchiffrer ce code, nous avons fait appel au hacker français Baptiste Robert. C'est bon pour moi. Nous voulons savoir quelles sont les données collectées par TikTok et de quelle manière.
Ici, on a branché le téléphone à l'ordinateur. Et ce que va faire l'ordinateur, c'est que il va aller observer le mécanisme interne de l'application et déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va démarrer l'application TikTok et on voit par exemple que le premier message, la première requête qui a été faite par TikTok, c'est la version d'Android de mon téléphone. On a aussi le nom du téléphone en lui-même. Ici, c'est bien un Nexus 6P qu'on a devant nous. Il y a également le fuseau horaire, Europe, Paris. Il y a aussi la batterie, combien il me reste de batterie. En apparence, de simples données techniques qui peuvent en fait se révéler problématiques. On voit par exemple ici qu'on est sur du Wi-Fi. Et une application qui est capable de savoir quels sont les réseaux Wi-Fi autour de vous, potentiellement, elle est capable aussi de vous localiser. Mais de la même manière, on clique sur « Trouver des contacts » et là, on voit bien que l'application nous demande l'accès au carnet de contacts. Et c'est là qu'est le problème. TikTok est capable de faire des rapprochements, des liens entre les différentes personnes. Et ça peut être transféré au gouvernement chinois. Mais n'est-ce pas le même problème avec Facebook, Instagram ou Twitter ? Aspirer des données sur votre téléphone, les plateformes américaines le font déjà. Bien sûr, l'Amérique collecte des données. Je ne vais pas m'excuser pour ça, car d'une part, je ne pense pas que le gouvernement américain collecte autant que les Chinois. Et d'autre part, regardez ce qu'ils font à leurs minorités religieuses. Ils prennent les femmes et les forcent à avorter. Quiconque met sur le même plan les États-Unis et la Chine ne comprend rien, ni aux États-Unis, ni à la Chine. TikTok est-il un mouchard au service de la République populaire de Chine ? L'application dément. Nous leur avons adressé plusieurs propositions d'interview qu'ils ont toutes déclinées. Ils ont répondu par écrit. TikTok est un produit uniquement disponible hors de Chine. Nos centres de données sont entièrement situés en dehors de la Chine et aucune de nos données n'est soumise à la loi chinoise. L'équipe globale de gouvernance de TikTok est basée aux États-Unis et est dirigée par Vanessa Papas. Vanessa Papas, c'est le visage souriant de TikTok en Occident. Nous avons été extrêmement touchés par la vague de soutien que nous avons reçue. Poussée en première ligne depuis la crise avec Trump, la directrice incite ses 800 millions d'abonnés à continuer de partager leurs vidéos. Continuez de partager votre quotidien. Cela nous rassemble, nous apporte tellement de rire et de joie. Nous sommes TikTok et l'aventure ne fait que commencer. Merci. TikTok, une structure autonome, indépendante de Pékin. Pas si simple selon cet ex-modérateur chargé de filtrer les contenus en Europe. Son témoignage est rare. Après des mois de discussion, il a accepté de nous parler. La politique de modération était définie en Chine. Tous les soirs, une équipe à Pékin prenait le relais et assurait le travail de nuit. Là-bas, il y avait des Chinois qui avaient fait leurs études en Europe et qui parlaient notre langue. Ils modéraient les vidéos postées dans notre pays. Il décrit un fonctionnement en lien étroit avec Pékin, sans réelle marge de manœuvre. Dès que nous avions une décision à prendre qui sortait un peu de l'ordinaire, nous devions demander la permission à nos collègues de Pékin. Pour le guider dans son travail, ce modérateur devait s'appuyer sur une charte. Des consignes rédigées en chinois et traduites en anglais. L'une des règles visait alors à censurer les contenus des utilisateurs considérés comme différents. Les personnes susceptibles d'être victimes de moqueries et de harcèlement à cause de leur handicap physique ou mental. L'argument est surprenant. Ce serait pour les protéger que TikTok rendait invisibles les personnes défigurées, autistes, trisomiques, les personnes handicapées, ayant des taches de naissance sur le visage, un strabisme, etc.
Il était clairement écrit dans le règlement que TikTok ne doit montrer que des choses belles et sympathiques. Pas de choses négatives ou de mauvaises nouvelles. TikTok, c'est que du bonheur. Voilà donc le genre de vidéo que TikTok préfère mettre en avant. Une vision du monde sympa, légère, mignonne. Cet Américain, par exemple, a cartonné en filmant son père. Un homme d'habitude autoritaire qui s'est mis à la danse pendant le confinement. Sa vidéo a été vue plus de 8 millions de fois. Fort de ce succès, Cam décide de filmer son quotidien et de faire de TikTok son journal de bord. Je veux simplement montrer aux gens ce qui se passe ici. Qu'on est toujours mobilisés, qu'on exprime notre opinion de manière pacifique et dans la bonne humeur. Il se met à poster des vidéos militantes des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Seulement voilà, là où ces vidéos de danse faisaient des millions de vues, ces vidéos de manifestation font un bide. Regardez ces chiffres. Après avoir commencé à couvrir les manifestations de Black Lives Matter, toutes mes vidéos ne font presque pas de vues. 1000, 2000, 1500, encore et encore. Et je pourrais faire défiler comme ça pendant très longtemps. Voici les vidéos en question. C'est après les avoir postées que son nombre de vues a chuté. Selon Cam, TikTok les aurait jugés trop politiques. Il dit avoir été victime de ce que l'on appelle le shadowban. Ça veut dire que TikTok n'aurait pas supprimé ses vidéos, mais aurait tout fait pour qu'on ne tombe pas dessus. L'application a fait valoir un bug technique, mais selon le modérateur, il s'agirait d'une pratique courante. Dans notre équipe, nous n'effacions pas directement les contenus. Nous les masquions. De cette manière, l'utilisateur ne comprend pas ce qu'il se passe. Il se demande juste « Mais qu'est-ce qui se passe avec mes vidéos ? Pourquoi plus personne ne les voit ?» Quel genre de contenu deviez-vous cacher ? Beaucoup de contenu en réalité. Tout ce qui avait à voir avec la politique. Au début, on devait même masquer les vidéos qui montraient des chefs d'État. On bloquait aussi les hashtags des vidéos des manifestations de Hong Kong. Alors que sur les autres réseaux sociaux, à cette époque, on pouvait en parler. En matière de contenu, TikTok ferait du sur-mesure. Cette journaliste allemande est une spécialiste des réseaux sociaux. Elle a découvert que l'appli chinoise s'adapterait à la culture et aux mœurs des pays où elle est présente. TikTok pratique une approche ciblée de la censure. Ils sont particulièrement attentifs aux contenus gays et trans dans les pays arabes ou en Russie, où ils prétendent qu'ils n'ont pas le droit de montrer certaines vidéos. En Turquie aussi, ils censurent les vidéos queer, alors que l'homosexualité n'est pas illégale dans ce pays. Ça prouve bien à quel point TikTok fait du zèle et va plus loin que ce que la loi exige pour ne pas froisser les susceptibilités politiques dans certains pays. En réponse, TikTok plaide la bonne foi. Le réseau social a adressé un communiqué à la journaliste berlinoise.
Certains mots-clés ont été bloqués parce qu'ils étaient principalement utilisés pour chercher du contenu pornographique ou parce qu'il y avait des problèmes de traduction. Ils façonnent ce que nous percevons du monde. Et ça s'adresse aux enfants et aux adolescents. Regardez-nous les adultes, on est très loin le TikTok. TikTok ne communique pas sur l'âge de ses utilisateurs. Mais les mineurs semblent le cœur de cible de l'application. La clé aussi de sa croissance à 3 chiffres. Au collège Jean Rostand, à Argentan en Normandie, ce jour-là, les élèves étaient ravis de nous voir. Enfin, on allait aborder un sujet cool à l'école. Là, c'est des vidéos comme ça, j'aime trop. Parce que ça donne des idées pour sa chambre, enfin, c'est trop. C'est des placements de produits. Mais non, c'est sa routine du soir. En France, selon une étude, la moitié des enfants de 11 et 12 ans utiliseraient TikTok. Ses copines de 4e sont déjà de vieilles TikTokeuses. Malia, par exemple, a créé son compte quand elle avait 10 ans. Elles, je les adore, c'est des filles qui habitent à Paris. Et montre aussi Charlie D'Amelio, elle a 93 millions d'abonnés. Elle fait quoi sur TikTok? C'est une américaine, elle fait des danses. Ces jeunes filles baignent dans cet univers depuis l'école primaire. Ah, montre les gens qui pleurent aussi. J'ai vu que t'avais liké. Parce que c'est un tic, quoi. Mais tu sais pas si t'aimes en fait, si t'as pas vu. Bah oui, mais... Oui, tu me fais ça quand tu vois, même le début c'est beau, tu l'aimes. S'il y a plein de j'aime, on l'aime. Pour comprendre ce à quoi sont exposés nos ados, nous allons mener une expérience. Là, je vais créer un compte TikTok comme si j'avais 13 ans. Alors, la date de naissance... 2007... 13 ans, c'est l'âge minimum légal pour s'inscrire sur TikTok. Aucune vérification. Et donc comme ça, on va voir quel genre de vidéo TikTok propose à un enfant de 13 ans qui vient de s'inscrire. Voici sans aucune coupe le contenu proposé à un nouvel utilisateur de 13 ans. Au début, rien de méchant. Des vidéos rigolotes, sans vulgarité. Au bout d'une minute, une jeune femme plutôt aguicheuse, suivie immédiatement d'une autre, tout aussi sexy. Ensuite, pendant 3 minutes et 46 secondes, pas de quoi s'offusquer, jusqu'à cette vidéo. Ouais, et ben justement, ras le cul, moi, d'avoir l'air mignonne, je vais être bonne. Moi, je veux que le mec se retourne sur mon PQ. 1 minute 56 plus tard. Bonjour, comment est-ce qu'on fait pour avoir une belle voiture dans la vie? Ah bah on se prostitue, bois de Boulogne le soir, bois de Vincennes la journée, et puis voilà, on a une belle voiture. Baisse un doigt si tu veux te faire soulever. Maintenant, tout de suite, par le gars à côté de toi. S'il te plaît, dis oui, j'ai la dalle. Soulève-moi, connard. C'est charmant. Toutes ces vidéos me sont suggérées par l'algorithme de TikTok. Cette intelligence artificielle ne connaît rien d'autre que mon âge, 13 ans. Je n'ai indiqué aucun centre d'intérêt pour influencer ses choix. Alors pourquoi je vais à l'hôtel avec mon copain et pas chez lui? Tout simplement parce qu'il est marié et qu'il y a sa femme à la maison. Sur TikTok, il y a le poids des mots. Il y a aussi parfois la force du geste. Et globalement, c'est que des vidéos de vie de couple qui parlent de sexe, de rouler des joints en soirée. Et là, s'il réussit à faire 5 piles... Ah ouais, bah c'est bien. Waouh. Il aura une pipe. Nous arrêtons là notre expérience. Pas vraiment rassurante. D'autant que sur cette application se trouvent des utilisateurs plus jeunes encore.
Selon l'ancien modérateur, TikTok s'accommoderait très bien de ce très jeune public. Il existait un classement des utilisateurs par âge. Ceux qui étaient trop jeunes pour TikTok, nous devions les placer sur une liste noire. Mais même si on les mettait sur cette liste, leur compte n'était jamais supprimé. TikTok sait donc qu'il y a des moins de 13 ans sur sa plateforme. Oui. En réponse, TikTok nous assure qu'il ne tolère pas les comptes de mineurs de moins de 13 ans. Si des comptes d'utilisateurs de moins de 13 ans sont identifiés, nous les supprimons. Et même quand on a 13 ans, est-on suffisamment armé face à ce que l'on trouve sur TikTok ? Asseyez-vous, hein. Posez-vous tranquillement. Au collège Jean Rostand, un cours de sensibilisation. Samy travaille pour l'association Génération Numérique. Ok, donc quels sont ceux parmi vous qui utilisent l'application TikTok ? Tous les élèves lèvent la main. Tous, sauf un. Pas parce qu'il ne connaît pas TikTok, mais parce qu'il s'en est déjà lassé. Il vient de supprimer son compte. Je vous remercie, vous pouvez baisser la main, c'est gentil. Donc voilà des modèles de TikTokeuses très connues. Et voilà des jeunes filles qui vont avoir tendance à les imiter. Et la vraie face cachée, le vrai problème de TikTok, c'est que quand tu t'hypersexualises comme ça, toi au début tu te dis ouais mais je vais être belle et je vais plaire aux gens. En fait c'est bien mais il faut savoir à qui tu plais. T'es pas toute seule à regarder les TikTok. Faut essayer de s'imaginer que de l'autre côté de l'écran, il y a un mec de 40 ans qui est en train de te regarder à moitié nu, en train de danser lascivement. À mon avis, il pense pas que t'es une artiste. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est de ça dont il faut se défendre. Oui, je t'écoute. Sinon, on peut se mettre en compte privé sur TikTok. Est-ce que je peux savoir combien tu as de followers sur ton compte privé ? Et j'ai plus de 1000 abonnés, donc... Oui. Mais je suis en compte privé. D'accord, t'es en compte privé, mais t'as 1000 abonnés. Oui. Ok. Bah oui. Je les connais comment ? Vous, est-ce qu'avant de poster une vidéo, est-ce que vous vous posez quelques questions ? Je demande quand même à mes parents, enfin, si j'ai le droit de poster ça. Ouais. Avant chaque vidéo, tu demandes à tes parents ? Ouais. Tu mens ? Je te jure. Oh non. À l'abri du regard des parents, loin des adultes. TikTok pour danser, s'amuser, se lâcher en toute liberté. Mais à dévoiler ainsi leur intimité, ces enfants se mettent en danger. À Nice, le commandant Pierre Penalba est un pionnier dans la lutte contre la criminalité sur Internet. 20 ans que ce cyberflic traque en ligne les pédophiles. Et TikTok lui donne des sueurs froides. Vous voyez déjà la petite, elle est déjà maquillée. Elle a quel âge ? Elle a 9 ans, on va dire, 9 ans, 10 ans. Voilà. Malheureusement, ces positions-là, à 10 ans, on est déjà dans un but de séduction, même si elle imite des adultes. Il suffit que dans les personnes qui reçoivent la proposition de cet algorithme, vous ayez un adulte à qui cette petite plaît, il va se connecter en tant qu'ami, il va commencer à mettre plein de likes et à ouvrir une discussion. Les parents ne seront jamais au courant que leur enfant, qui a 9 ans ou 10 ans, est en train de communiquer avec un adulte qui a qu'une intention, c'est la faire se déshabiller. Pour lui, le problème tient au fonctionnement même de l'application. Démonstration avec cet autre profil. La première vidéo publiée sur le compte de cette jeune fille a récolté 16 000 likes. C'est mignon, mais si elle veut augmenter son nombre d'abonnés, il va falloir qu'elle en fasse encore plus. Ça peut pas se limiter à ça. Assez rapidement, ces vidéos prennent en effet une tournure plus sexy. 4 mois plus tard, voici ce que la jeune fille met en ligne. On voit que là, par exemple, celle-ci, elle a fait 3 millions de vues. Mais oui, mais c'est très simple. La vidéo, pourquoi elle fait 3 millions de vues ? Moi, en tant que flic, je vois tout de suite le pourquoi. Vous avez une vidéo qui a un côté sexuel immédiat. C'est un des problèmes majeurs de TikTok, c'est justement cet algorithme qui encourage justement à en montrer de plus en plus pour obtenir des vues.
Et les pédophiles, ils ont un but, c'est d'entrer en contact avec la personne, l'enfant qui a posté cette vidéo, et ils vont la pousser à faire autre chose. Et Vraiment, TikTok, c'est leur terrain de chasse favori. Dans la bulle joyeuse de TikTok, les enfants n'ont pas toujours conscience des dangers. Certains n'hésitent pas à en tirer profit. Si tu fais encore des cadeaux, je te contacterai en privé et je te dirai vraiment ce que tu auras le droit. Des influenceurs qui font les poches de leurs fans, leur réclament des cadeaux contre un peu de reconnaissance et beaucoup d'amour. Tu gagneras du coup entre 3000 et 4000 abonnés. Sinon, pour 2 carousels apparemment, je vous fais une pub de 2 heures. Soit pour 50 Very, soit pour 2 carousels. Un jargon incompréhensible pour les néophytes. Et sinon, évidemment, pour un carrousel, je vous fais augmenter et je vous téléphone. Pour traduire ce langage propre à TikTok, il faut un décodeur. C'est cet adolescent de 12 ans, victime de ces procédés, qui nous explique comment fonctionne ce système. Par exemple, là c'est un hot dog, là c'est un carrousel, là c'est un cow-boy, là c'est des cœurs. Et ça c'est les différents points cadeaux qu'on peut envoyer dans un live. Pour faire plaisir à leurs idoles, les utilisateurs peuvent leur offrir ces points cadeaux, des autocollants virtuels qui coûtent de l'argent bien réel. Je prends l'exemple pour envoyer. Ici on a le prix des pièces avec le montant affiché en dessous. Ça va de 1,09€ à 109,99€. TikTok a inventé une monnaie. Des icônes ludiques. On se croirait à la fête foraine. Officiellement, TikTok ne permet pas aux mineurs de dépenser de l'argent sur l'application. Mais rien ne les empêche de mentir sur leur âge pour contourner cette interdiction et pour offrir un panda, un grand amour ou un vomi arc-en-ciel à 2€ en échange d'un peu d'attention. Contre de l'argent, ils s'abonnaient à nous. Contre de l'argent, ils nous faisaient des publicités, augmenter d'abonnés. En fait, ils nous donnaient de la visibilité, quoi. Plus on donnait de l'argent, plus ils nous contactaient en privé, ils nous appelaient. Toi, t'as eu des influenceurs qui t'ont téléphoné personnellement? Oui, j'en ai eu 2, oui. Et c'était quoi la conversation? Mais ils me disaient merci pour tes cadeaux, c'est trop gentil, machin. Je m'abonne à toi, si t'en remets, je te fais ci, je te fais ça. C'était toujours ça, c'était même pas discuter avec moi, c'était surtout parler argent, quoi. Le collégien plonge dans un engrenage. C'est si facile. La carte bleue de ses parents est déjà enregistrée dans son téléphone pour une autre application de location de trottinettes. Alors, au début, j'ai commencé avec des petites sommes, du style 5,49€, 1,09€, des petits trucs comme ça, pas plus de 20€, quoi. Puis après, ça a commencé à monter, 54, 100€. À chaque fois, je me dis non, c'est fini, stop maintenant. Puis après, je me dis, ça va, si je donne un peu, c'est pas grave. Dès que le garçon cesse de donner de l'argent, les influenceurs reviennent à la charge. Ils l'appellent directement sur son téléphone. Est-ce que c'est possible que tu fasses 1 ou 2 droits de pub sur 2 gros comptes? Un drama, ça coûtait 54,99€. Donc 2 dramas, ça coûtait 100€ et quelques. Et là, elle demandait que j'en fasse 2. En dessous, j'ai répondu, je peux plus faire de drama, désolé, mais dès que je pourrai, je t'en ferai. Elle m'a répondu merci avec un visage qui sourit. Et pourquoi tu lui as dit non ce jour-là? Tout simplement parce que la carte de mes parents ne marchait plus. Honteux, il raconte la vérité à sa mère. Elle gagne à peine le SMIC, elle le punit. Mais comprend très vite que son fils se serait fait manipuler. Et il faut dire qu'il n'allait pas très bien parce qu'il avait eu des soucis un peu à l'école. Et je pense qu'il recherchait certaines choses, de l'attention, voilà. Et quand je pense que ces sous, ça vient de ce que je me suis levée le matin pour aller travailler, contrairement à ces influenceurs qui sont soit affalés sur un canapé ou allongés dans un lit, ça m'agace énormément et eux ne le perçoivent pas comme un vol, mais si. En tout, vous estimez qu'il a dépensé combien pour faire des cadeaux aux influenceurs? Je n'ai pas compté, je ne veux pas savoir. 3 000, 4 000€, je pense. C'est incroyable, quoi. Mais arrêtez de nous faire croire qu'ils ne savent pas, quoi. Si, ils savent. Vous pensez que TikTok est complice? Oui. TikTok n'a jamais dévoilé combien ces cadeaux lui rapportent.
Selon plusieurs sources, l'appli prélèverait jusqu'à 2/3 des sommes offertes. Rien qu'avec ces cadeaux, TikTok aurait perçu plus de 100 millions d'euros en 2020. Une goutte d'eau en comparaison des 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année d'avant. Rien ne semble pouvoir stopper le géant chinois. Et l'on se retrouve dans cette salle du Conservatoire Mozart à Paris. On va prolonger la discussion avec nos 3 invités. Merci à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Je précise auparavant que nous avons sollicité la direction de TikTok France qui n'a pas souhaité physiquement venir s'expliquer ici en plateau. Alors je ne sais pas si on peut dire que vous êtes une ambassadrice de TikTok, Léna Situation, non? C'est un grand mot. Voilà, en tous les cas... pas de responsabilité. D'accord, en tous les cas, vous êtes l'idole des jeunes. Réellement, une youtubeuse à la base, et puis vous allez nous expliquer quel rôle a joué TikTok très récemment au moment du confinement. Avec nous également Vanessa Lalo, vous êtes psychologue et spécialiste des usages numériques. Sandy Lobry, vous êtes comédienne et réalisatrice. On vous a vu notamment dans La Ch'tite Famille ou dans Capitaine Marlowe pour la partie comédie, mais vous avez réalisé également un court-métrage, une petite fiction que j'ai beaucoup aimée et qui parle de ce danger et des risques sur les réseaux sociaux. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, quand on devient influenceuse comme vous, Léna Situation, quel rapport on a avec TikTok? C'est votre employeur d'une certaine façon? Non, TikTok, non. Moi, je suis arrivée d'abord sur YouTube. Ouais. Et après, on dérive un petit peu tout ce qu'on peut créer en termes de contenu sur chacune des plateformes. Donc Instagram, Twitter et TikTok est arrivé, c'est le petit dernier. Combien vous comptez d'abonnés sur TikTok? 1,5 million? Ouais, je crois que j'ai 1 million. Mais en réalité, ça correspond pas au nombre de vues. Vous avez probablement plusieurs millions de vues à travers le monde. Oui. C'est beaucoup de vues sur TikTok. Mais c'est un contenu qui est assez différent de ce qu'on peut faire à côté, puisque c'est un contenu hyper dynamique, très court. Et il faut en moins d'1 minute réussir à soit passer un message, soit être rigolo, soit être un minimum divertissant. Comment vous expliquez cette folie TikTok qu'on a connue, qui a explosé durant le confinement? Je pense que c'est parce qu'on a un peu les adultes qui viennent sur chacune des plateformes. Ouais. Ils sont tous d'abord allés sur Facebook, après ils commencent à se dire « Ah, c'est quoi sur Instagram, c'est sympa ». Et donc c'est TikTok, là on arrive sur un truc un peu plus nouveau, peut-être aussi plus rapide, moins produit, moins réalisé, donc on a quelque chose peut-être de plus authentique. Et je pense que c'est ça qui fait le succès de TikTok aujourd'hui. Vanessa Lalo, c'est quelque chose de très créatif, il faut bien le dire, TikTok? Ah oui, sur TikTok, on peut voir beaucoup de créativité à l'œuvre, donc c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant pour ça. Les jeunes s'en donnent à cœur joie en termes de créativité et de compétences techniques aussi. Et ça joue un peu le rôle du journal intime pour les plus jeunes? Pour certains, oui, effectivement, on peut avoir une sorte de journal intime externalisé. C'est on met l'extime au devant de la scène et on se filme au quotidien, on montre sa vie quotidienne. On raconte, nous, dans ce reportage, ce rapport qu'ont les influenceurs avec les marques. Vous êtes rémunérés par les marques, on est bien d'accord? Certaines, oui. La plupart du temps, ce sont des marques très peu sur TikTok, beaucoup plus YouTube, Instagram. Et c'est des marques avec qui on va décider de créer un contenu. Mais ça va pas être juste une publicité qui peut passer comme ce qui peut se passer entre 2 TikTok. Est-ce que TikTok prend un pourcentage sur votre rémunération lorsque vous avez un partenariat avec une marque? Non, pas de rémunération, pas comme une agence. Si TikTok est amené peut-être un jour à ouvrir une agence et à ramener eux des contrats, peut-être oui, mais sinon non. Alors Sandy Lobry, vous êtes ici parce que vous êtes réalisatrice et vous avez réalisé un petit court-métrage. Court-métrage, oui. Est-ce qu'on peut raconter le pitch de ce court-métrage? Oui. C'est l'histoire de Lola, une adolescente de 15 ans qui a perdu récemment sa maman et qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui va se prendre d'amour pour une influenceuse, Miss Billy, et elle va vouloir lui ressembler à tout prix. Et Miss Billy, c'est une influenceuse effectivement un petit peu caricaturale, mais comme malheureusement il y en a aussi, qui passe son temps à faire des placements de produits et qui finalement est plus proche du panneau publicitaire que de la créatrice de contenu. Et Lola va vouloir effectivement elle aussi devenir influenceuse parce que c'est aussi une recherche d'amour quelque part, une approbation sociale, et ça passe aussi par les likes, et c'est ça qui est dommage. C'est une forme aussi. De reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance. Petit à petit, elle va s'isoler, et puis elle va aller à la rencontre de Miss Billy, et ensuite, voilà, ça va. Bon, ensuite, faut regarder, il se passe tout un tas de choses, mais en tous les cas, ce que vous voulez souligner, c'est les risques qui peuvent exister, c'est ça, lorsque l'on est un peu seul et qu'on finit par être
complètement, qu'on admire complètement les influenceurs et qu'on veut leur ressembler. En réalité, je pense que le plus important, moi je suis pas particulièrement contre les réseaux sociaux. Quand Influenceuse est sortie, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit on sent que vraiment, pas du tout, parce que je pense qu'il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux. Moi j'ai découvert des comptes hyper créatifs qui parlaient d'écologie, de féminisme, de body positivisme. Donc du coup, je suis pas du tout contre, c'est juste, je pense que c'est important aussi de faire de la prévention, notamment on l'a vu dans le reportage et je savais pas que ça existait, je trouve que c'est très bien et le ministère de l'Éducation devrait s'en emparer aussi, aller peut-être quelquefois dans l'année, peut-être avec des influenceurs d'ailleurs, dans les écoles et dans les collèges pour expliquer aux adolescents. Vous le faites, vous, Léna? Vous allez dans les les collèges, dans les écoles, ce serait la folie. Hein, si ce serait génial. Moi, j'adorerais, mais c'est surtout, je pense que ça devrait s'adresser peut-être plus aux influenceurs qui vont vendre quelque chose qui est faux, un mode de vie qui est édulcoré, qui montre pas quelque chose de réel. Et c'est là où le réseau social devient néfaste. Donc votre fiction ne s'adressait pas à Léna. J'espère pas, sinon c'est que j'aurais raté quelque chose. Mais après, en réalité, je te connais de nom, mais je connais pas du tout ton contenu. Et évidemment que ça s'adresse pas à tous les influenceurs. Ouais. Maintenant, on va pas se mentir, des influenceurs comme dans mon film, il en existe. Enfin, pour le coup, vraiment, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai été beaucoup sur les comptes de nombreux influenceurs, souvent issus de la télé-réalité d'ailleurs. Ouais, mais je pense, voilà, et ça existe, mais ça ne te vise pas toi, bien évidemment. Est-ce que vous faites attention, par exemple, lorsque une toute jeune fille de 10-11 ans s'adresse à vous? On sait qu'en principe, sur les réseaux sociaux, il faut avoir au moins 13 ans. Oui, non, mais je sais très bien que c'est pas que des gens de 13 ans qui... Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus âgés. Après, chaque influenceur, on a un accès aux statistiques, donc on sait à qui on parle, on connaît les âges des gens qui nous suivent, les sexes, là où ils vivent, etc. Donc ça nous aide aussi à bien viser... à qui on parle. Mais on est obligé d'être responsable et de faire un minimum attention à ce qu'on dit. Vanessa Lalo, comment on peut éviter les dérives, vous qui étudiez les usages numériques, et notamment celui-là, cette forme de dépendance finalement à l'influenceur? Alors je dirais d'abord en premier lieu d'en parler. C'est pour ça qu'effectivement la démarche d'aller dans les écoles ou en tout cas de faire venir un petit peu ces discussions au devant de la scène me paraissait importante pour que tout le monde ait le même degré d'information déjà et de pouvoir être côte à côte autant que possible avec les enfants, c'est ce qui me paraît le plus cohérent parce qu'effectivement TikTok c'est une plateforme où à partir de 8-9 ans on voit déjà quand même beaucoup d'enfants et les parents en voyant TikTok avec une petite note de musique sur leur tablette vont pas forcément prêter attention. Donc là de plus en plus depuis le confinement on en a pris conscience que ça y est, il y a un nouveau mouvement qui est arrivé, c'est TikTok. Mais jusque-là, c'est vrai que les parents étaient encore en train de demander si leur gamin était sur Facebook. Or, c'est un outil de dinosaure aujourd'hui pour les gamins, Facebook. Donc voilà, en parler, dialoguer, c'est pour moi la meilleure des préventions en premier lieu. Est-ce que les parents doivent regarder ce que les enfants font sur TikTok? C'est la grande question, ça. Surtout. Est-ce qu'ils le peuvent? C'est surtout la situation? Non. Je pense que les parents doivent... Si, surtout. Ah bon? Mais sur les réseaux sociaux, sur ce qu'ils font en dehors de l'école, enfin, je pense que c'est le parent le premier responsable de voir ce que son enfant est en train de faire. Vous diriez quoi, Vanessa Lalo, là-dessus? Je dirais oui et non, ça dépend de l'âge. Le but n'est pas d'être intrusif non plus, créer une complicité avec ses enfants. Parce que les enfants ne veulent pas, en général. Ils ça le font un peu en du cachette. lien. C'est ce que vous racontez, vous, dans votre fiction. Enfin, généralement, c'est pas leur nom. Moi, je sais que je cherchais à l'époque, je suis grande sœur, donc je suis l'aînée j'ai 5 frères et sœurs. Donc des fois, par curiosité, je cherchais. Bien évidemment que c'était pas leur nom. Ouais, c'est pour ça qu'on utilise des pseudos aussi. Bah, évidemment. Donc après, je suis d'accord avec Vanessa, c'est compliqué. Le degré, effectivement, de toute façon, à partir de, pour moi, un enfant à 8-9 ans n'a pas à être sur ce genre de, que ce soit TikTok ou Instagram, peu importe. Et ensuite, il y a faire la juste mesure entre l'intrusion et la protection. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même aux parents ce soir? Il y a des limites, il faut les fixer. Quelles sont les limites? Moi, je dirais ne pas les laisser tout seuls en autonomie, effectivement, avant 12-13 ans. Ça me paraît quand même nécessaire d'avoir un accompagnement, qu'on ne les laisse pas entièrement tout seuls dans cette rue numérique. On ne pousse pas son enfant sur le boulevard tout seul dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, accompagner tout ça, ça me paraît absolument nécessaire. Mais trouver la juste mesure entre une intrusion et un manque d'accompagnement ou un trop grand laxisme. Alors, en tous les cas, Léna Situation, vous êtes un grand succès en librairie, oui, toujours plus, c'est votre livre. Et ça raconte quelque chose de notre société, parce que vous avez déjà vendu 280 000 exemplaires, c'est ça? Je connais moins les chiffres que les journalistes. Mais c'est fou, parce que, honnêtement, c'est autant, ou sinon plus, que des prix littéraires. Ouais, vous vous attendiez, vous, à autant de succès? Je m'attendais à un soutien de ma communauté, puisque c'est un livre qui était à la base fait pour mes copains, quoi. Ouais. Et là, j'avoue que 14 semaines plus tard, ça fait quand même encore beaucoup de livres vendus. Donc là, on arrive sur un truc de bouche à oreille. Et en fait, ça veut dire qu'il plaît.
Et donc c'est là où moi je savoure le truc et je me dis waouh. C'est quoi le principe de ce livre? C'est la positivité, c'est quelque chose de très bienveillant, hein. Très bienveillant. Le but, c'est d'avoir le premier pied dans ce qu'on appelle le développement personnel et un petit coup de boost, surtout là en début d'année, un petit coup de boost de positivité et de dire ok, je peux le faire, je peux croire en mes rêves, je peux assumer mes envies, mes ambitions. Alors, vous parlez aussi du syndrome de l'imposteur, Oui. qui est très lié aux réseaux sociaux, Oui. à l'émergence de ce monde. C'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur? J'ai beaucoup de mes copains youtubeurs qui ont la même chose. C'est le syndrome, en fait, c'est l'impression que tout ce qu'on a aujourd'hui, on le mérite pas, qu'on est un peu un imposteur en disant mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais sur ce fauteuil rouge. C'est parce que le succès peut arriver très vite et c'est pas le succès, mais c'est surtout l'attention. Je pense que l'humain n'est pas fait pour recevoir autant d'attention, que ce soit positif ou négatif. Quand tout est multiplié par des millions de personnes, ça fait beaucoup d'informations. Vous avez, vous, dans votre cabinet, des influenceurs qui viennent et qui vous parlent de l'impact Je peux venir avec tous mes copains si vous voulez, hein, franchement. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, en cabinet, j'ai pas forcément ce type de demande, mais je vois qu'il y a quand même une pression et beaucoup de dépression d'ailleurs chez les influenceurs, parce que faut toujours produire plus, faut toujours avoir le sourire, faut donner le meilleur à sa communauté, faut toujours tenir debout, et finalement c'est quand même beaucoup de sollicitations effectivement auxquelles on n'est pas forcément toujours préparé. Bon. Il y a quelque chose de fake, de faux? Oui, enfin moi c'est ce que je ressens. Et effectivement, après peut-être que c'est les gens que je suis, mais il y a toujours c'est de l'ordre de puis ce truc aussi de ce besoin de reconnaissance, d'approbation, de mettre en scène sa vie tout le temps. Je trouve ça assez dingue parce qu'aujourd'hui, quand on vit quelque chose, les gens, au lieu de vivre l'instant présent, sortent leur téléphone et filment. Enfin, je trouve ça complètement. Mais je dois être un garde, oui, ça doit être ça, mais j'avoue que je me sens un peu déconnectée. Léa, elle me regarde, oh là là. Non, faut voir ça du côté de la passion aussi. On va pas reprocher à un monsieur qui fait du cinéma de sortir sa caméra parce qu'il voit une belle image. Mais filmer sa vie n'a rien à voir avec faire du cinéma. C'est pas le même métier. Non, c'est mettre en image et en histoire d'autres choses. Oui, mais enfin, on va pas se mentir, parfois sur Instagram, par exemple, il y a des gens très créatifs. Et d'un autre côté, il y a aussi des influenceurs, et pour en avoir beaucoup regardé quand j'ai préparé mon film, qui finalement filment leur vie. On peut pas comparer, enfin, j'écris, je réalise, on peut pas mettre comparer le fait de faire du cinéma avec le fait de filmer des instants de vie. Ça n'a pas de sens. En tout cas, pour moi, ce n'est pas audible. Non, mais le fait de filmer, d'avoir envie de garder ce souvenir ou ce moment de vie. Oui, mais pour toi. Là, c'est pas le garder pour toi, c'est le partager. Forcément. Oui, mais quand tu fais une story, tu le partages. Oui, ce sentiment de partage aussi est tout aussi cool. Mais c'est pas pour toi. Dans ces cas-là, tu filmes ta vidéo et tu la gardes. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas puisque tu la partages. Tu vois, mais ce sentiment justement de partage, que je trouve est tout aussi cool. Et au contraire, personnellement, je préfère suivre des gens qui veulent me montrer quelque chose qui est plus authentique, ceux avec quoi je peux vraiment m'identifier, plutôt qu'un film qui va être scénarisé. On peut consommer les deux, mais au quotidien, c'est vrai que parfois on a envie peut-être plus de légèreté, de divertissement pur et dur. Et c'est là où je trouve que moi, ce côté story n'a rien de fou, et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans les films qu'on porterait les gens en train de tout storyiser, alors que dans la vraie vie, j'en ai pas vu beaucoup de gens comme ça, et pourtant, je côtoie que des influenceurs. C'est vrai. Alors peut-être que j'ai suivi les mauvaises personnes, tu m'indiqueras dans ces cas-là. Je pense que la vision qu'on a des réseaux sociaux est le reflet des personnes qu'on suit, et que si on suit les bonnes personnes, on peut pas ne détester ce réseau social. Mais c'est pas le cas en plus, pour le coup. Mais tu peux pas nier, enfin pour moi, ce serait complètement aberrant de nier que ça n'existe pas. Et que sur Instagram, c'est quand même aussi le temple du fake, et qu'il y a un problème de transparence. Mais ça existe parce qu'on les fait exister, parce qu'on continue de les suivre. Évidemment. Il suffit d'arrêter de les suivre. Je suis pas en train de dire le contraire. Dis ça dans ces cas-là aux millions de gamines qui suivent des influenceuses qui leur vendent des produits avec aucune transparence, parce que c'est la réalité aussi d'Instagram. C'est que le côté bisounours, j'entends, il y a des choses très bien, mais après, je suis désolée. En réalité, il y a des influenceuses, et moi je l'ai vu, qui vendent des produits parfois dangereux, sans dire derrière, sans avoir la transparence de dire à son public que derrière elles sont rémunérées par les marques, et ça c'est problématique aussi, parce qu'une gamine de 11-12 ans, elle n'a pas le recul nécessaire comme on peut avoir en étant adulte pour se dire ah oui, mais là en fait c'est juste une pub et c'est juste un panneau publicitaire. La situation, est-ce que justement vous fixez des limites? Oui, évidemment. Il y a des marques pour lesquelles vous ne ferez pas de pub? Oui, bien sûr. C'est maintenant, on gère ça comme une entreprise gère ça. On est des sociétés à part entière. Donc c'est à chacun de fixer ses limites. C'est à chacun, et non, c'est à la loi aussi. Donc typiquement, c'est illégal de ne pas mentionner que... C'est encadré? C'est encadré. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? De mentir.
de faire de la publicité cachée, de faire de la publicité d'alcool, de cigarettes, Oui, c'est encadré, mais dans les faits, non. Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont sorties où certains influenceurs vendaient des produits parfois dangereux, et j'ai pas la sensation qu'ils étaient plus inquiétés que ça. Il y a les... Si, ils payent après, quoi. Il y a les amendes et le fisc. Oui, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Merci infiniment, en tous les cas, à toutes les trois d'avoir participé à ce débat. Parlons pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires, business et entrepreneuriat avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Avec vous donc, mes chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous chaque jour à la même heure, au même endroit, sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Et si, comme tous mes intervenants, vous avez des expériences à partager avec des chiffres, des statistiques et des objectifs de conquête économique africain ou panafricain, si vous souhaitez mener à maturité votre projet et le développer sur le continent ou à l'international avec stratégie et méthodologie, contactez-moi sur le WhatsApp de la radio au 00 336 650 212 83. Ou directement sur mon Telegram à Parlons Pognon. Avant de conclure, j'ai lancé une idée comme ça et j'attends vos retours sur cette proposition. Organiser une délégation d'entrepreneurs et investisseurs africains et afrodescendants désireux de voir et savoir comment se créer de nouvelles opportunités de marché d'affaires, évaluer le climat des affaires et le milieu des affaires en se rendant ensemble au prochain Forum économique Russe-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dites-moi si l'idée vous séduit et contactez-moi sur la plateforme de l'Afrique d'une seule voix. Restez connectés sur nos ondes, le programme continue. Vous étiez avec Patrice Dianse Pognon dans l'émission Parlons Pognon. Matondo. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.